Amis, je vous salue tous. Mettez des likes, des plus, si vous m'entendez et me voyez. Je vais attendre l'image moi-même. Comment ça va? Quel est votre état d'esprit? Le printemps a commencé chez nous. Oh, je vois des likes. La diffusion a probablement déjà commencé. Voilà, je me vois. Alors, amis, aujourd'hui nous allons parler des nouvelles, de ce qui s'est passé pendant ce temps. Où avons-nous disparu? Quels sont les plans pour le futur proche? Je suis sûr que vous avez accumulé des questions. Nous allons répondre aux questions. Et bien, je vais répondre aux questions. Posez-les activement partout, là, sur YouTube, Vcontact, sur Telegram. Ici, je regarde Vcontact. Par exemple, il serait plus pratique pour moi de suivre la diffusion sur Vcontact. Je pense que vous avez certainement accumulé des questions. Oui, Solar Group a publié une vidéo. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont regardée. La vidéo a été réalisée par Ivan Sidelnikov. Un grand merci à lui. Il y aura bientôt une série de vidéos où des aspects techniques seront abordés. Tout aussi joliment. Le moment de l'exploitation sur les marchés locaux, avec les applications, toutes ces idées que nous vous avons demandé de concevoir et de partager avec nous, nous les visualisons, dont nous participons tous ensemble, en quelque sorte, à la création de cette vidéo, certainement, bien sûr. Alors, une question tout de suite. Lancerons-nous le dirigeable en avril? J'espère toujours et je compte sur le fait que nous le lancerons en mars. Je vous ai envoyé aujourd'hui 3 petites vidéos explicatives où j'ai soigneusement énuméré ce qui est déjà en cours de réalisation, ce qui est actuellement produit, et tout a déjà ses délais bien définis. Chaque étape du processus est planifiée et tout converge harmonieusement vers mars, vers la fin du mois de mars, plus ou moins, ce qui est crucial pour notre projet. La seule chose qui nous a un peu déçus, c'est, en fait, la logistique des hélices aéronautiques qui est vraiment essentielle et cruciale pour le projet, c'est le Nova 01. Aujourd'hui, faisons un webinaire qui ne sera pas pour les débutants. S'il y a des débutants, posez vos questions, je répondrai principalement aux anciens. Nous allons clarifier, oui, je vais expliquer ce qui s'est passé. Le Nova 01, c'est 130 mètres cubes que nous construisons en ce moment, c'est une petite copie à l'échelle du dirigeable Nova 2. Et la copie n'est pas seulement extérieure, mais aussi ses caractéristiques techniques, aérodynamiques, la puissance énergétique, et ainsi de suite. Et pour cela, nous avons choisi les hélices appropriées. Les hélices étaient étrangères, occidentales. Nous pouvions les acheter en Europe ou en Amérique. Nous les avons achetées en Amérique, envoyées de l'Amérique en Chine, puis de la Chine ici. Ils sont déjà en route vers nous, et probablement la dernière chose qui arrivera, et tout sera prêt. Donc, d'ici la fin mars, nous aurons certainement rempli l'enveloppe, accroché la gondole, et nous serons prêts en attendant les hélices. En fait, il y a des hélices de toutes sortes, on peut même voler avec celle-ci, donc d'ici la fin mars, nous l'assemblerons. Quand nous le ferons décoller, je ne peux pas encore le dire. Ce sera certainement début avril. Tout le mois d'avril, nous volerons, nous le testerons. Nous testerons à la fois le système de contrôle et bien, principalement, oui, le système de contrôle, les cerveaux. J'ai récemment partagé une vidéo sur l'enveloppe. Comment nous y sommes allés, avons regardé. En gros, il y a Bekishev. C'est un spécialiste qui fabrique actuellement divers aéromodèles et aussi des aérostats, mais auparavant, il fabriquait plus de matériel de navigation aérienne. Maintenant, étant donné qu'il s'occupe de cela, il est passé à ses produits. En gros, il a accepté la commande avec joie, il a même fourni son propre tissu qu'il avait, avec son propre matériel, dans ses installations, avec ses propres employés. En gros, il s'est engagé à fabriquer le corps du dirigeable Nova 01. De notre côté, il y avait la conception, enfin, la conception du corps lui-même, de quoi il est composé, il y a plein de suspensions, de pattes, de renforts, de ceintures caténaires, de ballonnets, tout ça. En gros, nous avons développé le département des vues générales et des enveloppes. Nous avons découpé selon la largeur de son matériau et bien, nous avons fait la découpe, les plans de découpe.
Et voilà, il a déjà découpé tout le matériau, soudé les principaux pétales. Maintenant, il soude les principaux pétales du corps du dirigeable. Donc, notre premier dirigeable à nous va bientôt naître, je suppose. Je ne sais même pas comment le dire. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'intéressant à son sujet? Je rappelle que 130 mètres cubes, c'est le volume de son corps, environ 20% sera occupé par le ballonnet dans le dirigeable, donc 130 moins 20%, c'est le volume d'hélium. Un mètre cube d'hélium soulève 1 kg, donc environ 100 kg de force de levage pour ce dirigeable, et ensuite, on commence à soustraire le poids du dirigeable lui-même. L'enveloppe, le cadre de la nacelle, le poids des moteurs, des batteries, et ainsi de suite. Le document le plus important dans les dirigeables est le poids. Selon le rapport de poids, ce dirigeable peut assurer une flottabilité neutre avec une charge d'approximativement 20 à 30 kg. Tout dépendra de la façon dont nous l'assemblerons facilement et solidement. Voilà. Nous vérifierons et verrons. Oui, cela rappelle une petite copie du Nova 2. Probablement pas le drone optimal que l'on pourrait créer avec un tel volume. Mais après avoir effectué tous les tests, nous le créons, je le rappelle, pour tester précisément les caractéristiques dynamiques, car sa forme, son empennage et la poussée des hélices correspondent. En gros, pour observer la dynamique du vol, de l'atterrissage, du décollage, et peut-être même que nous travaillerons sur les amarrages automatiques, mais c'est peu probable. Et à l'avenir, il est prévu de le modifier pour le rendre plus efficace, de choisir des groupes hélices moteurs plus efficaces. En fait, ils ont déjà été sélectionnés. Nous allons expérimenter. Y aura-t-il une véritable mission de transport pour ce dirigeable? Il suscite déjà de l'intérêt et de la demande. Un jour. Je ne me souviens pas. Et lors du dernier webinaire, quand Sergei Semenov et Pavel Filipov étaient présents, j'ai mentionné que le SNIMH s'est intéressé à nous, en tant qu'entreprise, et à tous les produits que nous déclarons vouloir produire. Et donc, le SNIMH est très intéressé à mener une série d'expériences sur ce dirigeable pour une utilisation commerciale future de ce type d'appareil, notamment les petits drones ou ceux avec une capacité de charge augmentée. Pour nous, fabriquer un dirigeable capable de soulever entre 50 et 100 kg n'est absolument pas un problème, et si, comme c'est probable, ils en ont besoin, nous les réaliserons sans faute. Alors, la question principale est où et comment allons-nous les fabriquer? Il nous est devenu évident et clair que, eh bien, je pense que c'était déjà clair auparavant, et nous l'avons déjà dit, que nous allons ouvrir notre propre production de coques. La production de coques est indispensable, et nous avions prévu, et prévoyons toujours, de l'ouvrir d'ici cet été. Et d'ici l'été, nous devrions déjà avoir éventuellement le terrain, le bâtiment et l'équipement. D'écoute. Eh bien, d'abord il y a le contrôle. Quand le tissu arrive, il faut tout vérifier à la lumière. Cela peut se faire à l'aide d'une caméra vidéo et d'algorithmes ou bien par des spécialistes expérimentés. Chaque rouleau est rembobiné, les endroits avec des défauts sont marqués, et par la suite, ces endroits sont inclus dans la découpe. Ensuite, les tables de découpe, mais aussi divers équipements de soudage et même de test. Les enveloppes doivent être remplies, vérifiées pour l'étanchéité et les fuites. Et ainsi de suite. Nous devons résoudre cette tâche l'été. Voici aussi une des vidéos que je vous ai envoyées récemment. C'est à propos des hangars pneumatiques. Hier, nous y sommes allés. En fait, nous travaillons avec eux pour trouver des hangars depuis longtemps. Nous examinons les structures métalliques, les structures pneumatiques à cadre et les structures permanentes. Et parmi tous ceux présents sur le marché, nous avons choisi cette entreprise que nous avons visitée. Nous y sommes allés hier. Tout nous a convenu.
On voit sur la vidéo de quoi il s'agit. Un grand hangar spacieux, propre et lumineux. Peu coûteux, il se déploie rapidement. Cela nous convient parfaitement. Maintenant, la question est de savoir où l'installer. Nous prévoyons de l'installer initialement comme un très grand hangar pour l'assemblage. Précisément et particulièrement pour le Nova 01. Par la suite, y installer un atelier de soudure pour les coques et l'utiliser comme hangar pour le Nova 2 et également comme atelier de soudure pour le Nova 8 par exemple. Et maintenant, il y a plusieurs propositions. Nous sommes au tout début du projet. J'ai déjà mentionné qu'un aérodrome nous invite, un autre aérodrome nous invite, et certains ont proposé d'acheter des aérodromes. Et en réalité, il s'avère que, en fait, le marché des aérodromes évolue très lentement. Personne n'a acheté ces aérodromes et nous recommençons à nous adresser à eux. Et nous sommes à un stade très crucial, en fait, un stade très important et déterminant, en réalité, de choix. La région de Moscou, la région de Vladimir, la région de Tver, la région de Toula. Nous comprenons que c'est pour longtemps, c'est pour toujours. Ce sera notre premier dirigeablodrome. Votre premier dirigeablodrome sera, le nôtre avec vous, en général, le vôtre. Et le fait que nous devrons y aller pendant de nombreuses années, cela doit être. Eh bien, cela doit être pratique, cela doit être beau, cet endroit doit être proche d'une zone touristique, car nos partenaires étrangers, les investisseurs viendront certainement. Et les touristes viendront aussi. Et il doit être pratique pour travailler, et l'accessibilité logistique doit être bonne. Et il ne doit y avoir aucun facteur gênant le décollage et l'atterrissage à proximité, comme par exemple un grand aérodrome ou, par exemple, des bases militaires. En général, il y a beaucoup d'exigences et l'administration de la ville doit être heureuse et nous accueillir avec cela. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Tout le monde est très heureux d'entendre qu'un nouveau dirigeablodrome moderne va être créé. En gros, nous essayons de trouver le site qui conviendra à tout le monde. Et maintenant, nous avons déjà environ 2 favoris clairs et 2 autres options de réserve. Je pense que dans le mois ou 2 à venir, nous serons définitivement fixés et commencerons le processus d'acquisition. Parce qu'à l'été, ce hangar pneumatique devrait déjà être sur notre terrain, donc le projet aura ses premiers grands acquis et je nous félicite tous, à notre avis, pour cela, quelques détails supplémentaires. De plus, d'ici l'été, une ligne technologique complète pour la production d'enveloppes devrait être installée dans ce hangar. Nous sommes actuellement en train de sélectionner activement et minutieusement l'équipement à acheter en choisissant les meilleurs. Il coûte beaucoup moins cher que l'équipement pour l'usinage des métaux. Bien que nous ayons des machines CNC, par exemple, des fraiseuses 3 à 5 axes, c'est beaucoup moins cher, mais cela coûte aussi de l'argent. Évidemment, il doit y avoir des exigences spéciales en matière de climat et de propreté. Le sol doit absolument être tel que l'on puisse marcher dessus en chaussons, et plein de choses intéressantes. Et donc, nous sommes en train de formuler toutes ces exigences, de former la chaîne technologique. Et d'ici l'été, nous devrons. D'ailleurs, nous devons absolument tout acheter. Donc, nous essayons actuellement, en ce moment, de calculer précisément le budget financier, la somme indispensable pour commencer cet été la fabrication de l'enveloppe, la structure extérieure, du dirigeable, de l'aéronef Nova 2 sur notre propre terrain, site, sous notre propre toit, abri. Voilà, c'est à peu près ça. Et pour le dirigeable, Nova 2, pour lui-même, un processus actif de conception de la nacelle est en cours. Le projet préliminaire se termine selon le contrat. Nous devions terminer les procédures.
Les procédures ne sont pas encore finies, mais le pourcentage d'achèvement est d'environ 95%. Les projets de design, et je vous en ai envoyé un seul, que j'ai mentionné, ont été complétés par environ 4 autres types de design différents. Tous ceux-ci, dans la mesure où ils nous ont certainement plu, nous y avons puisé de bonnes idées et les avons ajoutées au tout premier design. Et, en gros, nous montrerons la version finale prochainement. Elle sera légèrement différente de la première. Il deviendra un peu plus grand, l'espace y sera plus spacieux, la visibilité des pilotes sera légèrement améliorée. Ces poutres qui gênaient la vue des passagers seront déplacées. Le moteur sera déplacé suffisamment loin vers l'arrière pour respecter les exigences de silence à l'intérieur de la cabine. C'est l'une des exigences obligatoires, au moins la mienne. En général, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, car un dirigeable est quelque chose de léger et silencieux dans notre imagination. Mais il y a un « mais ». Il est de taille déterminée. Plus le dirigeable est petit, moins il est efficace, et il faut faire des compromis. Et faire des compromis avec le bruit, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas. En gros, oui, le design restera le même. Et nous allons passer à l'élaboration de la documentation technique, des modèles 3D et à la maquette à grande échelle. Je pense qu'en quelques mois, nous construirons la maquette à grande échelle, nous la validerons à nouveau et nous passerons ensuite à la conception et à la production de la nacelle. Alors, pour les moteurs du dirigeable Nova 2 minutes, nous avions prévu d'acheter des moteurs belges à essence. Au début, nous voulions passer par des fournisseurs russes, enfin, comme fournisseurs. Là-bas, en gros, la société Sevon développe actuellement un avion léger. Ils veulent installer ce moteur dedans et vous laissent ajouter à leur commande, en gros. Cela n'a pas fonctionné pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, le prix est assez élevé par rapport à l'original. Deuxièmement, il faut attendre très longtemps et en gros, ils ont décidé de trouver par eux-mêmes. Celui-ci doit également être payé, il devrait aussi être prêt pour l'été, donc le budget augmente là-bas. Un moteur d'aviation n'est pas un plaisir bon marché. Les hélices, comme je l'ai dit, la transmission pivotante, l'anneau. Nous développons tout cela nous-mêmes, tout cela repose sur nous, un tas d'électronique embarquée, nous développons tout cela nous-mêmes également, en interne et en toute autonomie. D'ailleurs, pour l'électronique embarquée et le système de gestion, nous avons écrit ce programme de gestion. Je ne sais pas encore comment l'appeler, je l'appelle programme de gestion. C'est celle que tu peux ouvrir depuis ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur de bureau, voir tous tes appareils sur la carte, vérifier leur statut, vérifier à l'intérieur de chaque appareil les statuts de tous les systèmes. Les gérer entièrement en mode automatique, par exemple, définir une coordonnée et le laisser choisir lui-même comment il va évoluer en fonction du vent, de la quantité de carburant, de charge à bord, etc. Aussi, prendre le contrôle en mode manuel, regarder les caméras vidéo à 360 degrés dessus, etc. Nous avons terminé d'écrire ce logiciel, nous l'avons déployé et opérationnel. Aujourd'hui, déjà via ce serveur, j'étais assis et quand il filmait la vidéo, je tournais le bouton, le signal partait vers l'ordinateur de bureau, puis vers le serveur. Depuis le serveur, toute cette histoire arrivait par 4G à l'ordinateur de bord et il faisait déjà tourner soit les servomoteurs, soit les moteurs de direction s'activaient en temps réel. La réponse est absolument instantanée, tout fonctionne parfaitement, donc c'est encore une grande victoire, petite pour l'instant, mais déjà très agréable. Et étant donné que tout ce système est vraiment fait maison, une partie de l'équipement de bord sera certainement déjà numérique. La moitié des instruments, bien sûr, est nécessaire, obligatoire, mais pas pour le drone. Nous avons déjà pratiquement racheté le tissu de l'enveloppe, certainement. Quand il arrivera en Russie, je pourrai souffler et dire que nous avons le tissu. Pour le dirigeable,
Nova 2. Et là, dans le lot, nous avons choisi 2 types de tissus. Un plus résistant de 240 grammes par mètre carré, un plus simple de 160 grammes. Le corps du dirigeable Nova 2 sera fabriqué à partir du 240 grammes et le ballonnet intérieur du corps sera en 160 grammes ainsi qu'un autre en 160 grammes. Nous en avons pris un peu plus de matières premières pour fabriquer encore quelques Nova 01. Dans environ 1 mois et demi, 2 mois maximum, nous attendons la livraison de ce tissu. Ensuite, évidemment, le terrain, le hangar et le début de la production de cette enveloppe. Voilà, en gros, la situation actuelle pour les dirigeables Nova 01, Nova 2, en ce qui concerne, de manière générale. Concernant le terrain, en général, j'ai dit que nous nous rapprochons de l'achat, ou du moins de la décision sur quel terrain sera le nôtre. Pour les prix, eh bien, vous pouvez chercher sur Sion ou simplement sur Google pour acheter des aérodromes et en général, les prix sont clairs. Parfois, ils diffèrent beaucoup. Un 0 à droite est parfois ajouté, parfois disparaît. Tout dépend de la distance par rapport à Moscou, bien sûr, et de la viabilité de l'aérodrome. Il y a des aérodromes qui sont vendus en entier avec une entreprise en activité, avec le personnel. Par exemple, certains avions y sont stockés, des parachutistes y sautent et des excursions panoramiques dans la région y sont organisées. Il y a aussi d'autres branches qui fonctionnent commercialement et tout le site en activité est vendu. En général, c'est probablement plus intéressant, mais d'un autre côté, ce n'est pas forcément le cas. Cependant, une fois que nous aurons probablement décidé, je vous tiendrai probablement au courant à ce moment-là. Le dirigeable Nova 8, c'est le prochain qui viendra après le Nova 2. Il sera également de type souple. Nous développons actuellement son concept. Sa dimension est claire. Le Nova 8 fait 8000 mètres cubes. C'est après le Nova 2 qui fait 2000 mètres cubes. Il a été choisi. Il y a des normes aéronautiques. Je ne m'en souviens pas exactement. Il faut certainement vérifier cela auprès de nos générations plus âgées. Là-bas, jusqu'à 9 personnes dans un avion, un hélicoptère ou un dirigeable, c'est une classe d'appareils volants, puis de 9 à 19, c'est une autre classe, et au-delà de 19, c'est une troisième. Et donc, pour 19 personnes, il y aura le Nova 8, si c'est un appareil passager ou touristique, et de 2 à 3 tonnes sur quelques milliers de kilomètres, si c'est un drone cargo. Nous développons ses principales configurations. Il aura déjà un petit degré d'hybridation. Ce n'est pas qu'il est un moteur à essence, mais c'est certainement très électrique. Ce sera certainement le cas. Dans le dirigeable, il y a hybridation. Cela signifie qu'il ne repose pas seulement sur l'aérostatique, mais aussi sur l'aérodynamique. Et cela résout justement les problèmes liés au changement de flottabilité, au ballastage et bien d'autres problèmes. En somme, un petit degré d'hybridation sera déjà présent sur le Nova 8. Une fois le concept approuvé, je le publierai et le montrerai. Je pense qu'au cours de mars-avril, tout sera déjà certainement, et sans aucun doute, probablement clair. Vadim Zubtevich, car il veut déjà passer au concept du Nova 35 parce qu'il s'ennuie. Le Nova 01 a été développé en production. La conception du Nova 2 a été approuvée. Moscou Aviation travaille avec la nacelle avec Ruslan. Les concepteurs développent la coque. Le département des approvisionnements cherche tous les composants. Maintenant, il est passé au Nova 8. Pour le Nova 8, le concept est formé mais pas encore approuvé. Et il jette déjà un œil sur le nouveau 35. Le lancement du dirigeable aura-t-il lieu à Toula? Certainement pas, il n'y aura pas de lancement à Toula. Nova 01 a 99% de chances d'être à Kerjatch. D'ailleurs, c'est l'un des terrains que nous envisageons d'acquérir.
Quant à Kirjach lui-même, nous ne le considérons pas pour l'instant, il est trop petit pour nous. Même pour Nova 8, il est trop petit, enfin plus précisément pour Nova 8, il est trop petit, et pour Nova 35, c'est impossible. Nous regardons directement, si nous envisageons un terrain, c'est pour que le 35, voire le suivant, puisse y entrer. Nous avons récemment examiné une des options, la même à Kirjach. Il y a un institut de recherche sur les parachutes ou quelque chose comme ça, et juste à la frontière du terrain, il y a une zone industrielle. C'est indiqué directement dans l'annonce qu'elle a un accès à l'aérodrome en activité là-bas. L'aérodrome est grand et nous envisageons également ce terrain, mais pour l'instant, il est loin d'être le favori. Dans quelle région prévoyons-nous d'acheter du terrain? Eh bien, j'ai à peu près dit, bien sûr, la région de Moscou. Ce serait luxueux si ce n'était pas loin du centre, mais nous envisageons aussi les régions voisines. Pour le premier aérodrome de dirigeables, certainement quelque part ici. Moscou et les régions adjacentes pour les suivants, je pense qu'il faudra en faire dans chaque région. Plus c'est au sud, mieux. Mais si c'est au nord, ce sera au nord. Les dirigeables sont principalement un service pour le nord, c'est lié au territoire. Eh bien, l'Afrique est aussi liée au territoire, et l'Amérique latine est également liée au territoire, en général dans tous les pays en développement. Quant à la Russie, nous verrons. Il y a un travail actif avec le Nord. Comme je l'ai déjà dit, il y a des clients pour les dirigeables avec des cargaisons déjà existantes. Ils sont intéressés par des dirigeables austères pour une tâche spécifique. La tâche là-bas est la construction de ces routes sur des supports. Transporter des supports. Il y a beaucoup de supports à transporter. Et il faut plusieurs dirigeables, probablement des dizaines. Il faut les entretenir et les stocker. Donc, pour ces grandes choses, il faudra aussi commencer à travailler dessus à un moment donné. Fedor, si ce n'est pas un secret, combien a coûté le dirigeable avec le logiciel inclus? On n'a pas calculé. En réalité, si l'on considère la production de COP de cette taille en sous-traitance, c'est-à-dire en confiant cette tâche à des entreprises spécialisées externes qui regroupent divers acteurs économiques et fournisseurs, le marché nous a donné des coûts plus ou moins similaires, se situant autour d'1 million de roubles, ce qui est une estimation basée sur les données actuelles et les tendances observées dans l'industrie. Donc, fabriquer un dirigeable de 17 mètres, 130 mètres cubes, selon nos plans conditionnels avec leur matériel coûte environ 1 million de roubles. Avec leur travail. Si nous le fabriquons nous-mêmes, cela nous coûtera, eh bien, le coût des matériaux plus, oui, les salaires indirects et autres, ce sera probablement 3 fois moins cher. Mais aussi en tissu marin. Et si le tissu est également fabriqué, alors c'est au prix du tissu. Ici, oui, tout dépend de la façon de calculer et de nombreux modèles économiques sont construits et il y a un calcul standard. Si nous prenons maintenant le salaire de tout le bureau, plus toutes les dépenses pour l'acquisition d'équipements connexes, et que nous mettons tout cela dans le coût de ce dirigeable, alors il sera naturellement en or. Mais si l'on considère sa production en série pure, cela ne sera pas le cas. Je vais calculer, en moyenne, combien cela coûte. En général, il n'y a pas de secret là-dedans. Les moteurs, les batteries, les contrôleurs, tout cela a été acquis, bien sûr, au meilleur prix du marché, mais cela reste tout de même un prix de marché. Les tissus ont également été achetés, le plus coûteux que je ne comprenais pas. Il y a des éléments de haute technologie comme contrôleur moteur PCS compréhensible. Et il y a un tube en aluminium. Et ce tube en aluminium a coûté plus cher que tout le système de gestion. Juste acheter un tube en aluminium pour fabriquer ce cadre en aluminium, plus la nacelle, plus l'empennage. Le logiciel nous a coûté avec le salaire de quelques spécialistes IT pendant combien de temps? 4 mois. Alors, en Antarctique, peut-on transporter des marchandises à la station Vostok? La station Vostok est au sud, si je suis correct. Oui, bien sûr, nous pourrons, mais pas avec celui-ci. Pour chaque région, pour chaque altitude, et le pôle sud est apparemment assez élevé au-dessus du niveau de la mer. Il faudra développer, bien sûr, des appareils uniques. Cette tâche peut clairement être résolue, il n'y a aucun problème à cela.
Alors, je peux aussi vous parler un peu de la stratosphère. Nous avons un projet qui a pris un peu de temps pour le lancement d'un appareil autour du monde. Actuellement, la date la plus proche pour ce vol autour du monde est samedi. L'heure prévue du décollage, si la météo ne change pas beaucoup, est environ 18 heures. Il y a eu un lancement avant. C'était le 23 février et le lancement suivant était prévu pour le week-end. Il était planifié comme un vol autour du monde, mais avec une certaine réserve. Et cela ne s'est pas produit, non pas parce que nous n'étions pas prêts, mais une force majeure est survenue. Ce n'était pas une urgence, un imprévu. Tout le monde sentait que ce n'était pas ça, donc personne n'en a parlé. J'ai déjà écrit un peu que ce ballon stratosphérique. Il y a eu un lancement précédent, avant celui-ci, que j'ai bien couvert. Tout le monde a compris que l'enveloppe avait éclaté parce qu'elle montait trop vite. L'hélium n'avait pas le temps de s'échapper. Ici, il a été décidé de laisser le manchon, mais d'y mettre moins d'hélium pour qu'il ait le temps de s'échapper, et à cause de la moindre quantité d'hélium, la vitesse de montée n'est pas suffisante. Pour cela, une sphère accélératrice en latex est nécessaire, éclatera à l'altitude calculée. Étant donné que, avec cette technologie, on construit de hautes parois verticales, elles sont placées sur 3 côtés contre le vent, si le vent vient, par exemple, de ce côté. Et ici, on commence par remplir la sphère en latex, qui est libératrice, puis on remplit l'enveloppe principale et ensuite on les relâche successivement. Et comme nous avions une limitation de hauteur, parce que nous faisions cela dans un hangar, nous avons dû attacher une longue queue au sommet de l'enveloppe principale, à laquelle nous avons fixé la sphère en latex. Et à cause de cette longue queue, du fait qu'elle était présente, la sphère en latex n'était pas ici, elle était là quand elle s'est rompue, sa valve est tombée de cette hauteur et a endommagé l'enveloppe. Le lancement qui aura lieu samedi se fera sans cette enveloppe, sans cet appendice pour la sortie de l'hélium. Ce sera une nouvelle enveloppe entièrement hermétique. Elle sera déjà équipée d'une sphère de ballast à haute pression. En gros, c'est précisément l'appareil que nous avions prévu de lancer avant la nouvelle année, mais il y a eu en réalité une série de problèmes, tant technologiques que de conception, et même dans les modèles mathématiques. Heureusement, tous ces problèmes sont résolubles et nous les avons progressivement résolus au cours de plusieurs lancements. Il est clair que l'équipe, avec ses ambitions, pensait pouvoir le faire, mais l'équipe de Bomanka, jeune, pensait pouvoir tout résoudre en 2 lancements, mais finalement, cela n'a pas été possible en 2, mais en 4, ça semble à peu près donc. Donc, nous attendons samedi, je vais faire un reportage de là-bas, de Kirzak. Je vais à nouveau couvrir le lancement depuis Kirzak. Je vais faire un reportage en direct. Là-bas, la connexion est mauvaise, nous ne couvrons pas beaucoup de là-bas. Mais je vais trouver quelque chose, je vais grimper sur le toit du hangar pour capter le réseau et envoyer sur Telegram. Nous lançons dans la stratosphère en espérant un vol de 4 jours. Pendant ce temps, elle devrait faire un tour complet dans le vortex stratosphérique polaire et revenir dans notre pays. Contrôlés, nous ferons atterrir son appareil sur le sol, récupérerons la charge utile, obtiendrons un nouveau record de Russie, donc voilà, nous croisons les doigts, voilà. Concernant le tournage, oui, j'ai commencé à en parler un peu, je peux continuer. Le fait est que nous effectuons actuellement ce travail de manière proactive, sachant qu'il y a un certain nombre de clients pour de tels systèmes, mais pour ces systèmes, il faut encore, disons, un grand frère. Et là, avec NIMH, nous avons beaucoup de chance. Ils souhaitent jouer le rôle de grand frère dans un certain nombre de ces travaux. Ils disent « Allez, dépêchez-vous de mener votre expérience ». Nous avons déjà conjointement élaboré avec eux le cahier des charges pour les travaux ultérieurs et le plan de travail pour la formation de la constellation. Oui, ils agiront en tant que développeur principal du système lui-même, à savoir la constellation stratosphérique en orbite basse pour assurer la communication et la surveillance est essentielle et vitale. Dans le cadre de ce travail,
nous jouerons le rôle de développeurs professionnels et de fournisseurs du système de levage lui-même en tant que. Cela comprend l'enveloppe porteuse plus les enveloppes de ballast, mais sans charge utile. Ils ont déjà choisi la charge utile, discuté, nous avons rencontré les gars et dans l'ensemble, nous avons convenu des calendriers. Nous avons convenu des poids, des variations nécessaires en termes de hauteur et d'autres aspects. Leur charge utile est levable, notre système convient aux différentes fluctuations dans les atmosphères, donc, en gros, nous croisons aussi, certainement, les doigts. Cet été, d'ici août, ce serait certainement bien si quelque chose décollait déjà un peu plus dans ce travail commun. Donc, nous planifions les travaux communs, de coordination et de collaboration avec eux jusqu'à la toute fin de cette année, avec une série de lancements, d'abord avec des charges factices, puis avec la charge utile. Et ce travail est sous le label Expérience pour enrichir l'expérience de manière significative. Si l'expérience réussit, tout ira ensuite à un rythme certainement différent. En résumé, Aeronova a déjà certainement bien reçu sa première commande de travail. C'est pour la stratosphère sur laquelle nous nous sommes engagés. Nous avons également promis à nos investisseurs et partenaires étrangers que nous le lancerions certainement depuis l'Afrique. Dmitri Sergueïevitch Khmel rêve de lancer dans le courant équatorial une série d'appareils pour affiner la conception et les modèles mathématiques. Dans l'ensemble, la zone équatoriale est également très intéressante, peut-être même beaucoup plus que le vortex polaire nord. Parce que le vortex polaire nord disparaît, il se déplace vers le pôle sud, il n'est pas au nord, puis il revient. Il est ici 6 mois là, 6 mois tandis que l'équatorial ne disparaît nulle part. Il est plus stable. La densité de population sur notre planète se trouve justement le long de l'équateur. Par conséquent, pour des objectifs commerciaux, c'est une histoire tout à fait intéressante. En été, nous aimerions lancer de là aussi. Nous verrons. Il y a beaucoup de plans ambitieux pour cet été. Si tout se passe bien, nous serons très probablement très fiers de nous. Vadim Zubkevich créera une capsule. D'ailleurs, vous vous souvenez, il y avait une nouvelle dans le chat et en général sur Internet. Neptune était projet. Il y avait une belle capsule qu'il prévoyait de lancer dans la stratosphère avec des touristes depuis le navire. En fin de compte, le projet a été fermé, ils ont fait faillite. La capsule est là, on peut l'acheter avec le navire. C'est très triste qu'il n'ait pas réussi. C'est intéressant de savoir pour quelle raison. Et non, Vadim ne développe pas de capsule stratosphérique, bien qu'il ait participé au projet Google Loon, qui fabriquait des appareils stratosphériques dérivant longtemps pour assurer la communication, également dans la zone équatoriale. Et il a beaucoup de développement. Actuellement, beaucoup de choses sont faites chez nous grâce à ces développements, mais il ne veut pas s'aventurer dans la stratosphère. Vadim Vassilievitch s'est plongé à fond dans les dirigeables. Il dit qu'il va enfin s'occuper de quelque chose de sérieux, qu'il s'est enfin engagé dans ce dont il a toujours rêvé et sur lequel il a toujours travaillé. Des propositions ont été faites dans le chat par l'Institut Kourtchatov. Elles ont intéressé Aeronova. Anatoly, j'ai tout lu, il n'y a pas de proposition là-bas. Il y a beaucoup de textes. J'ai compris qu'il y a un partenaire chinois qui, sur la base de Roscosmos, en collaboration avec l'Institut Kourtchatov, veut certainement maîtriser la production de fibres de basalte et d'autres matériaux, notamment des matériaux avancés, en particulier. Parmi eux, je n'ai pas vu où se trouve la proposition de Kourtchatov pour Aeronova, je vais lire en détail. Je l'ai donné à Khmel, il a dit qu'il expliquerait exactement ce qu'il y a dans quelques jours. Mais dans l'ensemble, la fibre de basalte, les fils de basalte, les tissus de basalte et les composites sur cette base sont une direction très intéressante. En termes de coût, c'est significativement, nettement et considérablement moins cher que les produits en carbone, même moins cher que ceux en fibre de verre, également. Il semble que la qualité soit meilleure que celle du verre, peut-être légèrement inférieure au carbone dans certains aspects, légèrement supérieure dans d'autres. C'est très intéressant, mais on souhaite naturellement avoir déjà un produit fini et non commencer à partir du minerai.
Mais il semble que ce secteur se développe très dynamiquement et nous espérons vraiment qu'en Russie, nous aurons quelque chose pour ne pas avoir à tout importer de l'étranger. Parce qu'il y a les guerres douanières, tout le monde augmente ses tarifs et autres, et importer de l'étranger est possible, mais c'est assez coûteux. Donc, soit c'est à propos du basalte, soit indiquez-moi où se trouvent les propositions concrètes, soit attendons que Dmitri Sergueyevitch ait étudié jusqu'au bout. Mais, en général, nous sommes prêts à travailler avec le basalte, bien sûr. Alors, combien coûte ce hangar pneumatique de 60 mètres que l'on voit sur la vidéo? Et notre plus grand dirigeable pour l'assemblage y rentrera-t-il? Ou faudra-t-il un hangar encore plus grand? Pour le prix, je ne sais pas, c'était quand même une offre commerciale. Si je le dis maintenant, peut-être que cette entreprise l'a vendu à quelqu'un un peu plus cher ou moins cher, je ne vais pas le dire. Il coûte 5 fois moins cher que si on le faisait en structure métallique. Nous avons calculé, recouvert de panneaux sandwich, il coûtait plus de 100 millions, celui-ci est 5 fois moins cher. Le Tnova 2 minutes y rentrera et on pourra y souder, remplir et tester l'enveloppe du Tnova 8 minutes, mais il ne sera pas possible d'y suspendre la nacelle. Et oui, bien sûr, nous allons certainement construire un grand hangar permanent pour le Nova 35 minutes et tous les autres y déménageront aussi, tandis que celui-ci restera pour la production d'enveloppes, car sa durée de vie est d'environ 30 ans. Pour l'instant, c'est la stratégie. Il y a une ville sans connexion routière avec d'autres villes. C'est Iquitos au Pérou avec un demi-million d'habitants, un dirigeable sera certainement nécessaire. Eh bien, comme je l'ai indiqué pour les régions, nous avons examiné notre propre Russie, les États-Unis d'Amérique, l'Amérique latine, l'Inde pourrait aussi être intéressante, les Asiatiques s'en sortiront eux-mêmes. Donc, en général, l'Amérique du Sud, l'Afrique, la Russie et bien sûr les Arabes, mais là c'est plus pour le tourisme de luxe. Des régions qui nous suffisent pour les 100 prochaines années. L'antenne et les développements Boroda ont-ils été mis de côté? Non, l'antenne et les développements Boroda n'ont pas été mis de côté. Tout cela sera vraiment utilisé sur le Nova 2 ⁇ car ce sont des systèmes assez puissants, vraiment assez significatifs, et il n'y a rien à faire avec eux sur les petits, mais sur les grands, ce sera vraiment utile. Et cela sera également très utile, notamment et particulièrement pour la stratosphère, et cette charge utile spécifique peut être utilisée dans la composition du groupement stratosphérique. Mais pour l'instant, actuellement, NIMH choisit ceux dont tout cela est déjà certifié, testé, et de manière générale, tout est clair, bien connu et bien établi. Quant au développement Boroda, ils ne le connaissent pas encore. Mais en réalité, nous ne sommes pas contre, il n'y a pas de raison pour nous de répondre entièrement de tout le complexe, et NIMH peut être le chef de file. Allons-y en coopération, ce que nous avons est formidable, nous l'utiliserons dans notre propre domaine. Allez-vous développer le volant d'inertie à hélium? Ainsi, mon imagination a seulement commencé à envisager sérieusement tout le volume d'hélium en entier et à imaginer que cela pourrait avoir un certain effet. Je ne sais pas. Quelque chose comme un effet gyroscopique pour la stabilisation. Dieu seul le sait. Il faut voir. Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine. Parlez-nous de votre vision et des principes d'amarrage automatique des dirigeables Nova. En réalité, en fait, différentes dimensions, différents dirigeables s'amarreront de manière différente. Il y aura certainement un amarrage temporaire, disons, si c'est pour les passagers, pour l'embarquement et le débarquement des passagers, pour le chargement et le déchargement. Il s'amarrera par le point inférieur, c'est-à-dire là où se trouve sa gondole, là où se trouvent les gens, avec une certaine dimension de gondole qui sera intégrée dans le corps. Et il s'amarrera par le poids inférieur, en stabilisant éventuellement avec ses moteurs, en fonction du vent, peut-être même en se pressant contre le sol ou en sens inverse. Ce sera un amarrage temporaire. L'amarrage permanent sera probablement, très probablement, sur un mât moyen ou élevé. Sur un mât élevé, c'est très bien, c'est quand nous avons beaucoup d'espace, sans exigence stricte.
Sur un mât moyen, c'est mieux s'il y a des exigences concernant la taille de la zone autour de laquelle il doit pivoter. À l'avenir, nous passerons naturellement à un pivotement autour du centre géométrique pour occuper le moins d'espace possible. Mais il faudra faire pivoter le dirigeable, c'est une de ses fonctions essentielles, de manière légèrement plus efficace. C'est indispensable. Je pourrai en parler plus en détail un peu plus tard. Notre dirigeable Nova 2 est justement en cours de création pour tester expérimentalement plusieurs méthodes d'amarrage, de stationnement et de stockage au sol. Il se trouve que Vadim était le concepteur principal de LO30 et ils ont réalisé ensemble les appareils plus petits avec Boris Alexandrovitch et ils ont déjà l'expérience nécessaire pour comprendre comment cela doit être. Évidemment, tout cela doit être construit, testé pratiquement et expérimentalement et de nouvelles idées émergent. Ruslan a généré beaucoup d'idées, donc nous verrons ce que cela donnera. Je ne sais pas comment l'expliquer, il faudrait faire une présentation, montrer des modèles 3D. 100 millions de roubles, bien évidemment, ce n'est pas un hangar, c'est encore comme un entrepôt. Nous regardons, si c'est écrit « hangar aéronautique », alors ce ne sera pas environ 100 millions, ce sera plus. Y a-t-il des démarches en cours pour que l'entreprise rejoigne une zone économique spéciale? On disait auparavant que vous le souhaitiez. Oui, nous voulions et nous continuons de vouloir toujours rejoindre la région de Ryazan. Entrer dans la zone économique de Ryazan. C'est justement un cluster aéronautique, c'est de cela que nous parlions. Nous avons certainement un accord formel avec eux, nous avons un dossier complet de documents à constituer et nous en avons déjà formé une grande partie pour les rejoindre. Ils ont dit que dès que le premier prototype volant sera prêt, ce qui sera déjà ce mois-ci, venez, bien sûr, nous vous accueillerons à bras ouverts. Il y a eu aussi plusieurs propositions d'autres régions disant de déplacer votre entreprise, c'est-à-dire le bureau, la personne morale, dans notre région, nous vous offrirons, eh bien, des avantages fiscaux, etc. Mais en même temps, il est nécessaire de transférer les employés eux-mêmes ou d'ouvrir une succursale ici. Si vous ouvrez une succursale ici, ce sont des taxes locales, des règles locales. Ce n'est pas très logique. Il y avait aussi d'autres propositions. D'une région et ses alentours. Ils ont dit, venez, choisissez un endroit sur la carte et nous créerons une zone économique spéciale pour vous. Ce que vous voulez là-bas, quelles exemptions vous sont nécessaires. Et nous nous sommes dit, enfin une approche où quelqu'un a compris ce que nous faisons. Parce que nous promenons une telle fiancée à travers le pays et quelqu'un a apprécié. Pour l'instant, nous gardons une distance prudente avec eux. Parce que ces tentatives, disons, ponctuelles, nécessitent, si l'on s'engage, de le faire sérieusement, en fait, vraiment. Nous travaillons sur ce point. Dans toutes les zones économiques spéciales, les principales exemptions concernent les bénéfices, il y a un remboursement de TVA et d'autres choses encore. Pour l'instant, actuellement, notre impôt principalement se rapporte au salaire et est lié à ce qui est bien au-dessus de la moyenne. Aucune des zones économiques spéciales ne supprime ses impôts. Donc, en général, il n'y a pas vraiment de sens à se lancer quelque part pour le moment. Mais il faudra le faire bientôt. Alors, V-Contact semble avoir lu toutes les questions. J'ai parlé des achats. Il y avait une vidéo, je ne sais pas si vous la voyez maintenant ou pas. Je demandais quel était cet animal. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse correcte. Faisons ainsi. Il y a un animal là-bas, dans la 3e vidéo. Je l'ai montré et demandé ce que c'était. Alors, dès qu'il y aura une réponse correcte, je vous dirai ce que c'est réellement. En fait, c'est vraiment le grand-père de l'installation électrique que nous développons actuellement. Le développement est en plein essor, l'équipe travaille dur, le progrès est déjà à portée de main. Cette année, d'ici l'automne, il y aura certainement un lancement. Nous avons même déjà commencé à produire certaines pièces de cette installation électrique en cours de développement. Elle aura une puissance de 300 kW avec un rendement qui est assez élevé et peut-être même comparable à celui d'un moteur diesel. Elle est très polyvalente. En gros, elle sera la base d'une installation hybride pour le dirigeable Nova 8. Et pour les suivants, bien que Ruslan dise que nous pourrions peut-être l'intégrer dans le Nova 2, mais j'ai du mal à y croire. Mais il est tout à fait possible de sortir une modification ultérieure du Nova 2
avec une telle installation de puissance, le rendre hybride. Elle est également beaucoup plus silencieuse que les moteurs à piston diesel ou à essence. Alors, des nouvelles optimistes? Eh bien, je pense que probablement, oui. En fait, dans l'ensemble, l'ambiance est bonne. Dans l'entreprise, tout le monde est actif, travaille. Cela me réjouit beaucoup, pour ainsi dire, la dynamique d'augmentation de l'autonomie et de l'engagement de chaque employé. Parce que, oui, il y a tout de même dans la psyché humaine une période d'adaptation lorsque quelqu'un rejoint une nouvelle équipe. Et ici, non seulement l'équipe est nouvelle, mais aussi la start-up est assez originale, les délais sont serrés et les tâches sont intéressantes. Eh bien, en fait, généralement, le mécanisme fonctionne bien, ça tourne. Il est difficile de faire sortir les gens du bureau. Aujourd'hui, les spécialistes en dynamique sont là en train de travailler. Le projet préliminaire pour le dirigeable Nova 2 est justement en train de se terminer. Ensuite, MEI exigera les charges pour la conception des éléments de structure. Et donc, ils restent là jusqu'à la fin en train de peaufiner. Ils préparent un rapport en quelque sorte. Il y a des calculateurs, des spécialistes en dynamique. Quand le dirigeable vole simplement, c'est clair. Il y a des vents latéraux, de petites surcharges, des décollages, des atterrissages d'urgence. En gros, pour chaque élément, il faut fournir les charges. En ce moment, ils sont en train de finaliser ce document pour l'envoyer à l'Institut d'aviation de Moscou. Parce que, en effet, lorsqu'ils vont concevoir, tout cela est de manière très importante et absolument nécessaire. La nacelle sera probablement en composite, je crois que je l'ai déjà mentionné. C'est Ruslan qui va la fabriquer, c'est certain. Certainement, en effet, c'est certain. Voyons d'autres questions. Quelle devrait être la vitesse d'entrée des fonds, à votre avis, pour que la réalisation du projet se déroule selon le plan et les délais? Pour l'instant, il n'y a pas de pénurie financière et tout avance indépendamment de l'argent, ce qui est rassurant. Actuellement, les délais sont soigneusement établis en fonction des possibilités et des ressources disponibles. D'ici l'été, il serait vraiment certainement et sûrement souhaitable d'accélérer au moins d'1,5 fois les entrées mensuelles afin de réaliser tous nos plans pour que la construction de Nova 2 se fasse sans encombre. Il est très peu probable qu'elle soit construite plus rapidement, même si de grosses sommes arrivent absolument immédiatement, mais c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de retard dans l'acquisition des terrains, ni de retard dans les paiements. Certainement. Si le rythme actuel de collecte augmente d'1,5 fois, cela suffira globalement. La dynamique est bonne, mais avec cette augmentation, nous prévoyons un succès. De plus, nous allons bientôt lancer un petit dirigeable et on nous prendra plus au sérieux, même à l'intérieur de notre pays. Les mêmes zones économiques spéciales attendent, elles disent « Allez-y, lancez-le et nous discuterons ». En avril, lançons-nous le dirigeable. En avril, le dirigeable volera, c'est sans aucun doute certain. Alors, pourrons-nous transporter des marchandises vers l'Est? Les expéditions au pôle Sud sont fascinantes. J'ai déjà répondu et en fait, de nombreux dirigeablistes veulent pour une raison voler à la fois vers le Nord et le Sud. Donc c'est possible et très probablement nous le ferons. Mais depuis l'Australie ou l'Amérique du Sud, depuis la Russie, ce n'est pas très rentable de voler là-bas en général, en fait. Envisagez-vous de passer au composite en fibre de carbone ou à un mélange de carbone aramide? Ce seront les calculateurs et les spécialistes des composites qui décideront. Ensuite, si en termes de résistance, les mélanges ou même le verre suffisent quelque part, pourquoi s'embêter à utiliser du carbone? Et si quelque part le carbone est nécessaire, alors il est certainement nécessaire. Le mot « passer » n'est plus acceptable dans l'aviation. Tout le monde est déjà passé depuis longtemps. Donc, la question reste celle de la pertinence, mais tous les processus de production carbone sont déjà en place.
Si nécessaire, mais là, il y aura des pièces en carbone. Il n'y a absolument aucun sens à fabriquer une nacelle entièrement en carbone. Ce serait beau mais intéressant. Si un client insiste pour avoir un dirigeable en carbone, nous le ferons certainement et sans hésitation pour lui. Il n'y a absolument aucun problème à cela. De quelle couleur sera l'enveloppe? Que mettrez-vous sur le flanc? L'enveloppe du dirigeable Nova 01 sera blanche, il y aura écrit Aéronova sur le flanc. Pour tous les dirigeables suivants, les spécialistes des dirigeables recommandent fortement de la faire blanche parce qu'il y a un certain oxyde dans la composition qui protège le tissu de la dégradation par les ultraviolets, mais personne ne nous arrêtera si nous voulons le décorer d'une manière ou d'une autre. Un designer industriel travaille actuellement dessinant des croquis intéressants et captivants en ce moment. Les prochains dirigeables qui seront lancés bientôt seront très beaux, colorés et élégants, mais pas du tout criards. En gros, prenez le temps de bien regarder. Je vais partager le design du projet, vous pouvez dessiner les vôtres. En fait, décorer un dirigeable est vraiment une tâche très intéressante et captivante. Si vous avez des talents d'artiste, de designer ou si vous êtes par exemple un artiste ou designer professionnel, dessinez un dirigeable et proposez-le. À l'avenir, recouvrer le haut du Nova 01 de cellules solaires minces augmentera la durabilité et l'autonomie de l'électronique. Sur le Nova 01, c'est peu probable, sur le Nova 02, c'est déjà possible, sur le Nova 08, c'est déjà obligatoire, et sur le Nova 35, c'est tout à fait naturel et incontestable. Actuellement, en Chine, une technologie a été mise au point avec soin et précision et nos partenaires proposent déjà même le dépôt de panneaux solaires avec un rendement allant jusqu'à 30%, mais il y a de nombreuses exigences de manière significative concernant les surfaces sur lesquelles ils peuvent être appliqués. Et en général, on peut dire que le modèle Nova 35 est souvent considéré comme étant composé de différents éléments modulaires avec des panneaux qui sont appliqués. Là, tout sera certainement très amusant et très futuriste et captivant. Avez-vous décidé puissance pour le 2 tonnes? Oui, nous avons décidé. Ils nous ont déjà envoyé les factures pour le paiement de ces moteurs. Nous allons prendre 2 moteurs et un kit de réparation complet. Ils attendent paiement, mais nous n'avons pas payé. Nous examinons le terrain. Donc, je pense qu'il faut choisir le terrain en fonction des paramètres climatiques, des vents, moins d'avions au-dessus, des champs magnétiques, etc. En général, oui, c'est ainsi que nous regardons. En effet, on peut certainement consulter la carte des vents, qui montre précisément les zones spécifiques où il y a le moins de vent en moyenne sur l'année et où il y en a le plus. Même en suivant ces cartes, nous regardons, mais nous n'avons pas vraiment le choix. Nous examinons les aérodromes en activité qui sont à vendre. Ami, merci, je vois des cœurs dans le chat V-Contact. C'est vrai, j'ai envoyé. Il y avait aussi des questions en privé avant le webinaire avec la suggestion d'y répondre précisément. Répondons-y. Un dirigeable de 17 mètres est en train de se lancer. Je ne comprends pas tout à fait en mètres cubes. Pouvez-vous expliquer combien cela représente en capacité de charge? Au tout début, j'ai expliqué cela soigneusement. D'après ce que je comprends, c'est quand même moins de 500 kg. Car sur le site, le tout premier dirigeable avec une capacité de charge de... C'est un très petit dirigeable et nous n'avions absolument pas prévu de le fabriquer au départ. Mais le système de contrôle pour le même dirigeable Nova 2 pouvait certainement être créé à l'avance pour le tester, l'améliorer et corriger le logiciel. Les gars eux-mêmes, qui développent le système de contrôle et le logiciel, ont dit « faisons un petit » et tout le monde a accepté. Pourquoi pas? Donc oui, un autre petit est apparu et ainsi le premier dirigeable sérieux est de 500 kg pour 500 km. Nous l'appelons pour l'instant provisoirement Nova 2. Et nous verrons ce que cela donnera en réalité, car j'ai déjà remarqué que Vadim Vassilievitch est très prudent. Dans tous les rapports de poids et les rapports de poids qu'il a établis pour le Nova 01,
Actuellement, l'empennage est en cours de fabrication, la nacelle est en cours de fabrication et il y a tout de même une accumulation avec une valeur négative. Je veux dire, cela s'accumule. Le dirigeable devient plus léger, la capacité de charge augmente. Alors, nous verrons pour le Nova 02. 500 kg, le navire de 10 tonnes, il s'avère que les plans ont changé. En fait, nos plans ont changé par rapport à la toute première conférence. C'est-à-dire que maintenant, il s'agit de 17 mètres d'ici la fin de l'année 500 kg, puis quoi? Puis Nova 08. Cela va de 2 tonnes de capacité de charge à 3. Ensuite, le nouveau 35, c'est effectivement un modèle de 10 tonnes dans le scénario le plus pessimiste, environ 15 tonnes. Ce serait bien de le transporter et déjà sur environ des milliers de kilomètres. Et en général, c'est ainsi que les projets seront construits. C'est Nova 01, Nova 02, Nova 08 et Nova 35. Voici donc 3 types et demi de dirigeables. Chacun aura plusieurs modifications, y compris des modèles passagers, cargo passager et sans pilote, mais ce sont précisément des types de dirigeables. Les 2 premiers et demi seront de type souple. Nova 35 sera déjà de type rigide environ. Il sera déjà doté de toutes les avancées précédentes avec des systèmes de contrôle sans pilote et des solutions éprouvées pour le stationnement, l'amarrage, le décollage et l'atterrissage et avancées technologiques. Et pour l'hybridation dans 2 directions et l'installation de puissance et là la capacité de charge avec l'aérostatique plus la dynamique et une coque rigide, ce sera justement cet appareil phare qui en effet intégrera toutes les solutions de manière significative et c'est lui qui sera ensuite mis à l'échelle, là 10 tonnes, puis conditionnellement 60, 100 et plus. Et cela ne sera probablement plus dans le cadre d'un projet participatif. La société sera alors certainement capable de se développer de manière autonome. Il est indiqué que des bénéfices sont anticipés. Pouvez-vous expliquer quand les dividendes seront versés? Ensuite, les calculs du coût par part, par action. Il vaut mieux poser cette question à Pavel Filipov. Les bénéfices. Les bénéfices qui étaient non prévus pour l'année, nous les avions calculés auparavant sur les ventes. Oui, les dirigeables. C'est le calcul le plus austère. Auparavant, il y avait des informations selon lesquelles l'entreprise pourrait gagner de l'argent en vendant des dirigeables. Ce calcul était basé sur la vente de dirigeables de 10 tonnes en une certaine quantité, de 12 à 20 et quelques par an. Plus parallèlement, on peut vendre des dirigeables de 8 tonnes et de 2 tonnes, et ce chiffre a été calculé. Mais ici, dans les questions elles-mêmes, et plus loin, viennent les réponses. Comme l'a dit Alexandre Nikolaïevitch Kirillin, et en effet, comme tout le monde dans le domaine de l'aviation le dit, pour chaque rouble investi, vous obtenez 10 roubles des développements, 100 roubles de la production et 1000 roubles de l'exploitation. Naturellement, exploiter des dirigeables est l'un des créneaux les plus rentables et Aeronova ne s'en détournera pas, certainement. Parce que même pour vendre un dirigeable, il faut le vendre avec une certaine expérience d'exploitation. Et même pour acquérir cette expérience, nous devrons certainement les utiliser et les exploiter naturellement. Et en général, c'est une nécessité pour le business. Ainsi, le calcul des bénéfices, tout comme le plan d'affaires, a été initialement esquissé à grands traits et était extrêmement pessimiste. Des calculs plus ou moins réalistes, nous pourrons probablement les faire cette année, mais je ne peux pas dire exactement quand, probablement dans un futur proche. Concernant le fait que l'entreprise pourra générer des revenus avant même la fin du projet, et ce qu'il adviendra de ces revenus. Seront-ils distribués sous forme de dividendes ou réinvestis dans l'entreprise? La somme du financement participatif sera-t-elle alors réduite d'un montant équivalent en conséquence? C'est en effet une bonne question. Si de grosses sommes d'argent déjà gagnées arrivent et que par un vote électronique, les gens décident qu'elles soient réinvesties dans l'entreprise, réduisons un peu le nombre de parts à collecter, alors ce sera ainsi. Toutes ces questions liées aux parts, à leur valeur, il vaut mieux les poser à Pavel, certainement. Je suis un employé de Aeronova,
lors de ces webinaires du jeudi, en toute confiance. Et concernant la manière dont tout cela sera payé, eh bien, probablement via le compte personnel. C'est probablement le mécanisme le plus simple et le plus transparent jusqu'à l'introduction en bourse de l'entreprise. Ensuite, tout suivra le schéma établi. Un des webinaires a suggéré que le financement participatif serait de courte durée. Oui, ils ont certainement suggéré, c'était lors du dernier webinaire avec Sergei Semyonov et Pavel Filipov, beaucoup ont compris qu'il y a de grands investisseurs intéressés qui pourraient rapidement financer le projet pour qu'il ne s'éternise pas. Et c'est pour cela que, en effet, Sergei a dit que l'entreprise est prévue pour être internationale. Non, ce n'est pas pour cela que Sergei a dit que l'entreprise sera internationale. L'entreprise est déjà internationale. Oui, Sergei réfléchissait davantage et parlait du fait que c'est précisément la société mère, la société principale, celle qui appartiendra aux investisseurs, qui est actuellement en cours d'examen pour déterminer où elle devrait être située. Parce que pour la coter en bourse, la question est de savoir sur quelle bourse, à la Moscou, pas Moscou, et ici aussi la question se pose. Si elle est publique, probablement mieux en Amérique, c'est évident, et c'est évident. C'est de cela que Sergei parlait. Et concernant le grand investisseur, oui, en fait, il y a plusieurs propositions de grands investisseurs. Et nous examinons ces propositions en regardant précisément le schéma d'interaction, comment faire tout cela. Là, les montants sont déjà très importants. Il est peu probable que cela accélère vraiment énormément le financement du projet maintenant, car ils ne sont pas si énormes, mais c'est significatif et il y a plusieurs personnes. Probablement, si dans Solar Group on divise les étapes par les montants collectés, nous sauterons certainement 5 étapes. Et une demande personnelle, j'adore vraiment les dirigeables sur notre page principale. Est-il possible, s'il vous plaît, d'acheter une figurine comme celles qui sont dans le bureau? Oui, nous allons certainement très bientôt fabriquer des figurines. Tout le monde sera ravi, nous y compris. Je ne vais vraiment pas en dire plus. Tout le monde va vraiment aimer, ce seront vraiment des dirigeables géniaux. Et nous allons les offrir, les faire gagner et les vendre si quelqu'un n'en obtient pas. On nous demande si nous sommes au courant qu'un dirigeable est en vente sur Avito. Celui qui est conçu pour transporter jusqu'à 15 personnes pour 500 millions de roubles. J'ai vu cette annonce, bien sûr, on me l'a envoyé des dizaines de fois. Quelqu'un a décidé de vendre un AU30 pour 500 millions de roubles et pense que c'est son prix raisonnable. Non, je pense que le prix c'est trop élevé, bien que dans l'aviation, ils ne le pensent pas car les avions sont tout de même des choses coûteuses. Mais il n'y a pas non plus de AU30 eux-mêmes. Je sais seulement qu'ils sont quelque part en stockage depuis de nombreuses années. Peu probable que ce soit à propos de lui. En gros, on ne sait pas qui a créé cette annonce et dans quel but. Il s'amuse. D'accord, Sergei Mazin a répondu. Sergei Mazin ne compte pas. Il a répondu à propos du système de propulsion. Sergei Mazin est au courant de ce qu'est ce système. Si Sergei Mazin a révélé quelque part dans des chats publics le secret de l'entreprise, nous parlerons à Sergei Mazin séparément. Alors, les amis Shoba, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. En fait, en gros, moi j'ai raconté tout ce que je voulais plus ou moins dire. Les webinaires ont lieu le jeudi. En gros, j'espère, je ne sais pas, je prends la responsabilité qu'ils reviennent à une certaine périodicité. Pour l'instant, nous avons décidé que la périodicité serait certainement toutes les 2 semaines. Donc bien sûr, nous nous verrons dans 2 semaines. Et il y aura également plus de nouvelles accumulées. Et vous pourriez avoir des questions. Nous allons sortir du coma informationnel, publier plus de vidéos, plus de contenu en direct. Je vais personnellement filmer avec mon téléphone avec quelques explications.
En général, tout va bien tant sur le plan technique que financier et l'humeur est bonne. Et les demandes de la part du marché, ainsi que d'autres personnes et diverses administrations, sont toutes bienveillantes. Tout le monde est en gros intéressé. Ainsi, nous nous sommes engagés dans une entreprise qui plaît à Dieu. Je suis heureux d'être à nouveau en contact avec vous. Voilà, à bientôt, au revoir à tous.